Vous êtes sur la Pan-African Media 1. Merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole aux jeunes pour décortiquer toutes les problématiques en lien avec l'évolution, l'éclosion de cette jeunesse qui représente l'avenir de notre magnifique continent. Vous connaissez le procédé de l'émission scindé en deux parties, justement en parlant de cette jeunesse africaine. Dans la première partie, nous allons faire un focus avec mes invités sur la santé mentale des jeunes. Les jeunes ont besoin d'être épanouis, d'avoir, on va dire, cette paix de l'âme, de l'esprit pour aller plus loin. Mais qu'en est-il réellement de la santé mentale des jeunes? Est-ce que c'est une affaire de tous? Eh bien, des éléments de réponse en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission, nous allons faire une immersion dans les cuisines pour parler de la gastronomie africaine. Comment mieux valoriser les plats de notre continent? Eh bien, des éléments de réponse avec nos cuisinières et chefs cuistots sur ce plateau de Génération News. Ce sont des nouveaux sur ce plateau. Il s'agit évidemment de notre ami Anthony. Anthony, étudiant en qualité, hygiène, sécurité et environnement. Merci d'être de notre aujourd'hui sur ce plateau Génération News. Salut Régis, je suis également ravi d'être ici. Plaisir partagé, on l'espère également pour Dorcas. Dorcas, tu es étudiante en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci de m'avoir invité. Et on poursuit la phase des présentations avec Benoît. Benoît, étudiant en management des projets. Merci d'être de notre aujourd'hui sur le plateau Génération News. Merci à vous, c'est un plaisir. Plaisir partagé. On termine la phase de présentation avec notre amie Coraëlle. Vous êtes étudiante en agri-business. Merci d'être de notre aujourd'hui sur le plateau Génération News. Merci à vous. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. On parlait de la santé mentale chez les jeunes. Anthony, je me tourne vers toi pour donner un petit peu le là de cette première partie d'émission. Avant d'entrer en profondeur, définition, comme on a appris à l'école, des mots-clés. On parle de santé mentale. Quelle définition donnerais-tu justement à la santé mentale et quel lien pourrais-tu faire avec la jeunesse? Alors, la santé mentale, quand on va partir sur les mots-clés, il y a la santé, il y a également le mental. Et on sait que le mental, c'est ce qui nous permet de faire tout ce que nous faisons. Donc, je vais ramener la définition de la santé mentale au comportement. Donc, le comportement, vu qu'on a les jeunes, donc le comportement chez les jeunes. D'accord, en fait, de parler un petit peu de cette capacité d'être bien dans son corps, ce bien-être-là, en fait, cette béatitude personnelle. Dorcas, c'est vrai qu'on parle de santé mentale. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est une affaire de tous? La question que je te la pose, c'est est-ce que c'est vraiment une affaire de tous? Et quel est aujourd'hui l'impact un petit peu de cette jeunesse-là qui, malheureusement, n'arrive pas à faire face et qui se laisse un petit peu tuer de l'intérieur par cette pression sociale en lien évidemment avec la santé? Effectivement, la santé mentale devrait être une affaire de tous. Je dis devrait parce que malheureusement aujourd'hui ce n'est pas encore le cas. Ça devrait être une affaire de tous parce que pour continuer la réponse à votre question, on a l'habitude de dire que la jeunesse c'est l'avenir d'une nation, l'avenir d'un pays. Or, si on a une jeunesse qui n'est pas bien mentalement, parce que lorsqu'on parle de santé, c'est un peu comme on parle de santé physique, une personne malade, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Donc ce sera la même chose avec la santé mentale. Si une personne mentalement, elle n'est pas bien, il y a des choses qu'elle ne pourra pas accomplir. Donc ça freinera aussi un peu le développement de sa nation, de son pays. Et l'épanouissement aussi de cette personne-là. Alors tout à l'heure, tu parlais pour rentrer un petit peu dans le cadre de la médecine, parce que quand on parle de santé aussi, on fait un petit détour dans les hôpitaux. Tu parlais en comparaison à une forme de maladie, mais si on parle de maladie, c'est qu'il y a forcément des symptômes. Mais pour revenir à la santé mentale, quels sont les éléments déclencheurs justement de cette santé mentale-là qui pourraient avoir un impact négatif sur la jeunesse? Alors, généralement, on a l'environnement. Les personnes sont je vais toujours faire le lien avec la santé physique. Lorsque on se retrouve dans un endroit qui n'est pas bon pour nous, trop de poussière, on tombe malade. Ça va être la même chose avec la santé mentale qui va être on est dans un environnement qui ne va pas être favorable à notre épanouissement, à notre bonheur, à notre développement mental, ce qui va faire qu'on va tomber petit à petit malade. Donc, ce qui va un peu impacter notre santé mentale. Et justement, parce que dans la santé mentale, on a parlé de cette capacité à être productif, parce que quand
on a des problèmes au niveau, enfin dans la tête surtout, quand on réfléchit beaucoup, quand on a parfois un petit peu certains problèmes, quand on a du mal à être concentré, parce que c'est ça aussi, il y a parfois des insomnies, hein, ça peut être des facteurs qui peuvent aussi appuyer un petit peu cette santé mentale-là. Coraël, quand on parle d'une affaire de tous, est-ce qu'aujourd'hui cette affaire devrait aussi être mais vraiment considérée par la famille? Quand je parle de la famille, c'est papa, maman, ce sont nos sœurs, nos grandes sœurs. Est-ce que parfois aussi ils doivent avoir cette capacité à déceler un petit peu le fait que nous ne nous sentons pas bien et que peut-être qu'on a besoin d'être un petit peu choyé, mais surtout de nous pousser à extérioriser ce qu'on ressent pour être bien dans notre peau? Est-ce qu'il y a un rôle là à déclencher, un rôle parental? Oui, je pense que la famille a un rôle très important dans la santé mentale des jeunes, notamment dans la considération même de ce problème-là. Parce qu'on est dans une famille africaine où le problème de santé mentale est un peu négligé. Oui, on a surtout l'impression que c'est pour les autres. En l'occurrence, c'est pour l'Occident. Voilà. Et donc, dans notre cercle de famille, c'est quelque chose qui est assez négligé. C'est-à-dire que si tu te retrouves, toi, à avoir des problèmes au niveau de ta santé mentale, tu auras du mal à venir en parler à ta famille, à ta mère ou à ton père, ce qui va faire en sorte que tu n'auras pas cet appui. Si on parle de la famille, cet appui financier même pour te permettre d'aller voir des spécialistes. Parce que c'est aussi un point négligé. Il y a des spécialistes pour soigner ces maladies-là. Ouais. Mais on a tendance à dire, ah ouais, tu fais juste une crise. Le psychologue déjà peut aider aussi derrière. Voilà, mais on a tendance à dire que bon, c'est juste une crise, c'est une crise d'adolescence, ou bien c'est juste un truc passager, que c'est des trucs de blanc. Donc, ce qui fait en sorte que la personne va se renfermer un peu plus sur elle-même et n'aura pas peut-être les soins adaptés pour le problème pour son problème ou pour sa santé mentale. Ouais. Et c'est quoi le danger derrière par rapport à ça, Benoît? Je veux dire, le fait que cette jeunesse-là n'arrive pas à extérioriser ou bien n'a pas une oreille attentive pour justement extérioriser un petit peu tout ce qu'on a emmagasiné. C'est quoi la suite derrière? Je veux dire, quand on a une jeunesse aujourd'hui une jeunesse malade, hein, pour utiliser l'expression de Dorcas, l'impact derrière, l'extrême, ça peut être quoi? Une jeunesse non productive peut être un impact assez négatif. Comme Dorcas le disait, la jeunesse c'est l'avenir d'un pays, l'avenir de demain. Mais sur le plan personnel, oui. Sur le plan personnel, si un jeune, supposons que ça soit ton cas, oui. T'as vécu des situations difficiles, ta santé mentale n'est pas au banc fixe. Je veux dire, derrière, ça peut être quoi? Est-ce que tout de suite tu peux rentrer dans une dépression? Je veux dire, est-ce que l'extrême, c'est ça, par exemple, la dépression? Oui, ça peut être la dépression, ça peut être le renfermement sur soi-même, ça peut être des pensées assez négatives, vouloir se faire du mal, peut-être. Oui, aller à l'extrême, oui, voilà, évidemment, on ne va pas aller au bout, on a compris. Exactement. Oui. Donc coup, ça peut être ça, oui, vas-y. Oui. Du coup, je voulais dire par là que le fait que ce soit un peu tabou dans nos familles rend la tâche de déceler ces maladies un peu plus difficile. Je trouve qu'on devrait un peu plus s'ouvrir au niveau de ce sujet. Qui doit s'ouvrir? Le jeune ou la famille? C'est la famille, parce que je suppose que la famille connaît le comportement disons les parents connaissent le comportement de tel ou tel enfant. Ils savent que s'il y a un changement dans un comportement précis, c'est qu'il y a forcément un souci. Ouais. Alors le mieux serait d'en parler avec cet enfant, d'essayer d'extérioriser et de voir quelles sont les voies et moyens à trouver pour remédier à ce problème. C'est vrai que quand on parle d'une affaire de tous, mon cher Anthony, lors du dernier festival du FEMUA, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, organisé par le groupe Magic System. La thématique centrale, c'était justement la santé mentale des jeunes. Est-ce que quelque part aussi, le fait de voir ce genre d'initiative, de voir ces grands noms de la musique africaine prêter attention à un phénomène, à ce phénomène-là, est-ce que ça rassure quelque part, mon cher Anthony? Donc le fait qu'un groupe tel que Magic System mette ce sujet sur la table, ça emmène déjà à la réflexion de tout un chacun, de savoir qu'il y a un réel problème derrière cette thématique en fait, et qu'il faut en parler. Ouais. Et c'est vrai que mais pourquoi les jeunes n'en parlent pas, Coraël? Pourquoi les jeunes ont l'impression que eux-mêmes, en fait, ils ne se sentent pas considérés par ce problème-là? Est-ce que c'est parce que cette jeunesse a cette facilité à beaucoup plus intérioriser que d'extérioriser? Parce qu'on n'en parle pas. Très peu de jeunes ont cette facilité à parler de ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. Pourquoi, selon toi? Le jugement? Oui. D'accord. Vous avez trouvé le mot. Je pense que c'est surtout ça. Il y a cette envie en fait de se renfermer sur soi-même. C'est un peu comme, on va dire, je ne veux pas exagérer, mais c'est un peu comme une honte.
C'est-à-dire que le sujet est tellement tabou dans notre société que certaines non, parce que la santé mentale, c'est vaste. Je veux dire, tu peux très bien parler aujourd'hui de la dépression, tu peux parler d'une rupture amoureuse, tu peux parler de tes notes à l'école qui dégringolent, tu peux parler de beaucoup de choses en fait. Mais je dis pourquoi tu trouverais honteux de parler du fait qu'à l'école, tu as du mal à te concentrer, tu as du mal à être productive? Non, je pense que justement, c'est ce que vous venez d'énoncer, c'est juste des facteurs qui vont entraîner à cet état mental qui, le plus populaire, c'est généralement la dépression. La dépression, ouais. Voilà, donc c'est des facteurs qui vont amener à la dépression et qui vont faire en sorte que certains jeunes vont peut-être être honteux de s'exprimer par rapport à ça parce que on peut dire que ça sort de la normalité pour certains ou au plus pour la société africaine. Est-ce que toi, tu as cette facilité-là, justement, à extérioriser, aller vers l'autre, de parler un petit peu? Est-ce que le fait de parler, vraiment, ça soulage? Je pense que ça soulage. Moi, de mon côté, je n'ai pas cette facilité-là, ce qui fait en sorte que parfois, ça tique dans la tête et tu te retrouves à pleurer ou à te sentir vraiment mal sans savoir réellement pourquoi. Peut-être à cause d'une accumulation que toi-même, peut-être, tu n'as pas ressenti sur la durée. Mais voilà, il y a un déclic et puis... ça sort. Donc, on parle de déclic et on parle de santé mentale. Avant de donner la parole à Benoît, Dorcas, je me tourne vers toi. Dans le milieu professionnel, vous l'avez dit, une jeunesse en bonne santé, c'est un État aussi en bonne santé parce que cette jeunesse, vous l'avez encore souligné, représente l'avenir de demain. Mais si on a une jeunesse malade, évidemment que derrière, en termes de productivité, ça peut poser problème, même en termes d'innovation. Revenons un petit peu dans le monde professionnel. Lorsqu'on a une jeunesse justement avec une santé mentale qui n'est pas au bon fixe, quel pourrait être l'impact derrière? On parle de productivité, c'est vrai, mais est-ce que derrière on aura une jeunesse un petit peu boostée, une jeunesse qui aura envie de relever les défis, qui aura envie de créer, de proposer quelque chose d'assez différent? Alors, je pense que oui. Pour quelqu'un qui a été sujette à un problème de santé mentale, la personne, elle sait à peu près comment aborder la situation. Ouais. Elle sait que lorsque je suis dans cet état, au niveau du travail, au niveau de ma productivité, il y a des trucs qui ne vont pas. Donc, elle sera plus à même de trouver des solutions pour pouvoir, on va dire, aider les personnes qui ont des soucis, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais qui ont des soucis de santé mentale, à ne pas plonger dans cet état d'inactivité, de non-productivité, mais plutôt d'essayer d'avancer malgré cet aspect, on va dire, maladif. Est-ce que c'est plus facile pour ces jeunes-là? Parce que le message aussi qu'il faut envoyer, se dit, ok, d'accord, on est dans une situation un petit peu difficile, mais va falloir faire la part de choses, dissocier ma situation personnelle avec celle du travail. C'est un peu difficile, parce qu'évidemment, tu ne vas pas être dépressif en étant au boulot, parce que là, derrière, tu peux prendre le risque de perdre ce boulot-là aussi, quelque part. Alors, comment vraiment sortir de cette santé mentale, ma chère? On a parlé d'extérioriser ce qu'on ressent, on a parlé peut-être potentiellement de consultation, mais tout ça, ce sont des éléments qui viennent peut-être après. Est-ce que l'élément déclencheur, c'est pas nous-mêmes d'abord, Dorcas? Alors, comme tu l'as bien souligné, Régis, l'élément principal, c'est nous. Lorsqu'on est malade, le premier effort, c'est nous. C'est d'abord de constater qu'on est malade. Exactement. C'est de constater qu'il faut faire une démarche pour justement aller mieux. Et moi, je pense que lorsqu'on a un problème mental, donc un problème de santé mentale, avant même de parler d'extérioriser, d'aller vers un proche, vers un professionnel, il serait d'abord bien de faire l'introspection et de prendre conscience qu'on a un problème. Parce que comme Courel l'a dit au départ, le fait qu'on ait grandi dans une société où la santé mentale, c'est un sujet tabou, ça fait que même lorsque nous-mêmes, on va rencontrer ce problème, on va le banaliser. Ouais. On va se dire non, c'est sûrement rien. Mais en le faisant, on ne fait qu'accumuler. Exactement. On va se dire non, c'est de la fatigue, non, c'est ceci, non, c'est cela. Le premier aspect, le premier point, ce serait d'abord de prendre conscience nous-mêmes que la santé mentale, c'est un fait qui existe et qu'il peut arriver, peu importe dans quel environnement on a grandi, peu importe
qui on est, qu'on peut avoir des problèmes de santé mentale. Ouais. La nostalgie aussi, parfois, ça peut impacter sur notre concentration, sur notre mental. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu, mon cher Benoît? Je veux dire, quand tu as dû couper, rompre le cordon ombilical avec maman, avec la famille, pour faire court, quand tu as quitté cette famille qui est la tienne, est-ce que derrière aussi, c'était un peu compliqué pour toi? Est-ce que tu avais du mal à te concentrer, sachant que tu découvres un nouveau pays, un environnement différent du tien? Comment ça s'est passé, je veux dire? Est-ce que tout de suite, les 2 premières semaines, ça a été un petit peu difficile pour toi? Oui, disons que l'acclimatation était assez compliquée. C'était une redécouverte, découvrir un nouveau pays, un nouvel environnement, comme vous l'avez si bien notifié. Mais heureusement, j'avais des frères et sœurs qui étaient déjà ici présents, qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé à traverser cette épreuve. Et je pense que c'est de là que doit partir, on va dire... c'est le travail en fait, le travail pour le processus qu'on doit déclencher, le processus de guérison. Exactement, c'est d'être assez bien entouré, assez bien être dans un cocon assez fiable pour pouvoir relever la pente. Relever la pente, c'est vrai qu'en le disant comme ça semble un peu facile, mais c'est vrai que lorsqu'on est dans un état où la santé mentale agit sur nous, on a toujours cette voix dans notre tête qui nous parle, mais toujours avec des points un peu négatifs qui nous fait croire qu'on nous ne sommes pas capables d'eux. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment du mal à se relever de ça. On parle des conseillers d'orientation, on parle des psychologues aussi dans des établissements. Beaucoup de pays ont compris la nécessité, parce que comme l'a souligné encore Dorcas, c'est vraiment un fait de société qui est très important. Tu l'as encore souligné, Anthony, il va falloir vraiment que les autorités prennent en considération ces problèmes-là. Est-ce que ce genre d'initiative, des conseillers d'orientation, des psychologues dans des établissements, est-ce que ça aussi, ça peut vraiment aider à avoir une jeunesse moins malade, mais surtout concentrée et productive? Alors, je pense que oui. Je pense que oui, ça peut aider. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est malade, le plus souvent, on a tendance à se rétracter. Et c'est à des personnes de venir vers nous. Est-ce que vous voyez un peu? Ouais. Parce qu'il y a le fait de reconnaître qu'on est malade, ça c'est vrai. Mais avant de le reconnaître, il faudrait d'abord que ces personnes-là viennent vers nous pour qu'on reconnaisse en fait que oui, c'est vrai, j'ai un souci, j'ai un problème. Alors je pense que c'est ça le but des conseillers et puis des psychologues, voilà, d'aller vers les jeunes en fait pour essayer de chercher si ceux-là ont des problèmes. Et puis on parle de mental. Sachant que chacun a sa particularité, le mental, il y a ceux qui sont forts du mental et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc là, vraiment, c'est à ces personnes-là de savoir comment gérer ces différents cas en fait. D'accord. C'est vrai qu'il y a tu rebondis sur un point, Dorcas? Je voulais juste rebondir sur l'importance qu'il a donnée aux professionnels, donc aux conseillers d'orientation ou aux psychologues. Lorsqu'il dit que c'est à eux de déceler un peu parfois, enfin même les parents, etc., souvent on a l'habitude de dire, c'est à eux de déceler lorsqu'il y a un changement de comportement chez la personne. Et d'ailleurs, pour ne pas t'interrompre et pour aller dans le même sens que toi, Dorcas, en fait, il est dit et il est prouvé aussi que, en général, les éléments déclencheurs de cette santé mentale, c'est le cercle familial. C'est-à-dire que c'est en général dans la cellule familiale où il y a ces éléments-là. Parfois, ça peut être des éléments liés au viol, à beaucoup de choses, à l'inceste et ce genre de choses-là, en fait, ou bien à une situation familiale où vraiment il y a des, on va dire, des combats internes, ce qui fait qu'on a du mal à être concentré sur beaucoup de choses. Et en Afrique, malheureusement, les points que je viens de citer, ce sont des points qui ont été le plus soulevés, le plus relevés par des jeunes et qui ont du mal derrière ensuite à être concentrés. Désolé, c'était juste pour apporter... Aucun souci. C'était justement pour dire que si on prend, par exemple, c'est pas pour ramener le débat à moi, bien sûr, mais moi, je suis une personne de base très silencieuse, je parle pas beaucoup, je ne m'ouvre pas, etc. Ça m'est déjà arrivé d'avoir, je ne vais pas aller jusqu'au point de la dépression, mais d'être déprimée parce que le stress de l'école, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Tu es dans une situation où tu ne parles plus, tu es très fatigué. Ouais. Mais pour quelqu'un qui de base est déjà comme ça, pour quelqu'un qui de base est déjà très silencieux, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de s'exprimer, ce sera compliqué pour ses proches, pour son entourage. De déceler justement cet état. Il y a eu un changement, parce qu'en soi, il n'y a pas de changement. Ouais. C'est juste un état qui est là, mais vu qu'il vient se confondre à quelque chose qui existe déjà, c'est compliqué de faire... La distinction. Ouais, c'est vrai que le psychologue... Oui, Anthony? C'est vrai ce qu'elle dit, mais je pense que je me suis plus référé au fait des psychologues et puis des conseillers dans les établissements, comme vous avez dit. Alors, quand on parle de conseiller dans les établissements, ce n'est pas l'élève qui va aller vers le conseiller. Je suis désolé. C'est le plus souvent
Même lorsqu'on parle des conseillers d'orientation, ce n'est pas toi qui vas aller chercher le conseiller pour dire non, j'ai envie. Non, c'est lui qui vient vers toi, il te pose des questions. Et c'est à travers ces questions, c'est lui le spécialiste. Ouais. Il va déceler si tu as un problème ou pas. Mais est-ce que la posture d'être dans ta zone de confort et attendre, est-ce que ça aussi, ça ne te tue pas un petit peu? Est-ce que l'idée, l'initiative, c'est pas, comme on a dit, l'élément déclencheur, c'est nous d'abord? Est-ce que dans le nous, est-ce que c'est pas à toi de se dire, ok, visiblement j'ai un problème, j'ai du mal à me concentrer à l'école, mes résultats, les notes baissent, les moyennes baissent, j'ai du mal à avoir une communication très fluide avec mon père ou avec ma mère ou avec mes frères, et ça déteint sur moi, sur mon humeur, mon humour aussi parfois. Donc, est-ce que c'est pas à toi justement de faire un peu ce diagnostic, comme l'a souligné Dorcas, et de se dire, ok, j'ai un psychologue qui est là, qui arrive à mettre des mots sur mes mots, donc les mots sur mes difficultés. Est-ce que c'est pas à moi d'y aller? Si effectivement, il faut y aller. Mais je pense qu'on parlait de l'importance d'avoir ces spécialistes-là dans certains cadres. Dans les établissements. Voilà. D'accord. C'est plus dans ce sens que je me suis basé. Mais si tu sais que tu as un problème, tu as reconnu que tu as un problème, tu peux y aller. C'est toi qui peux aller vers les spécialistes pour en parler. Mais là, tout dépend également du mental, comme je disais. Il y a ceux qui peuvent reconnaître avoir un problème, mais vont vouloir le garder pour eux. Dans le jugement, comme elle a souligné tout à l'heure. Il y a ceux qui reconnaissent avoir un problème, mais qui se disent « mieux je le garde pour moi ». Je parle à personne. Et qui le reconnaissent, qui le savent. Tu vas venir dire à la personne, par exemple, que pourquoi quand tu as un problème, tu le gardes pour toi, elle va te dire « c'est mieux pour moi ». Ouais. De fois, on te dit, je n'ai pas envie d'en parler. Voilà, c'est ça. En général, voilà, la personne te dit, je n'ai pas envie d'en parler. Et justement, face à ça, Benoît, comment on réagit? Quand la personne te dit, je n'ai pas envie d'en parler, tu fais quoi? Tu donnes du temps à la personne? Oui, le mieux serait de donner du temps à la personne, de spécifier à cette même personne que si elle a envie d'en parler, quel que soit le moment, quelle que soit la situation, elle pourra revenir vers toi pour en parler justement. On parle pas la brusquer serait vraiment... Pas donner du temps à la personne, voilà, quoi. Enfin, on n'est pas... C'est vrai que quand on brusque la personne, des fois c'est encore très chaud dans la tête, on n'a pas envie effectivement d'en parler. On veut d'abord guérir de nous-mêmes, en général c'est ça, on veut d'abord guérir de nous-mêmes, avoir ce courage-là, ensuite pour venir en parler. On parle d'une jeunesse aussi 2.0, une jeunesse connectée, que ce soit sur TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, j'en passe, en tout cas bref sur les réseaux sociaux. Et quand on sait que sur les réseaux sociaux, malheureusement, tout n'est pas bon sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça aussi, Coral, ça vient un petit peu amplifier cette dépression-là, cette santé mentale, les réseaux sociaux? Oui, bien sûr, mais tout dépend de comment tu vas vers les réseaux sociaux. D'accord. Donc, je pense que les réseaux sociaux ont un réel impact sur la santé mentale, mais c'est aussi une porte de sortie. D'accord. Parce que aujourd'hui... Une porte de sortie, les réseaux sociaux. D'accord. Oui, dans le sens où aujourd'hui, beaucoup de gens abordent ce sujet-là de la santé mentale. Et beaucoup de gens partagent leur expérience avec, ce qui fait en sorte qu'une personne qui se retrouve, dans la même situation, exactement, peut se sentir, peut se projeter sur cette personne et peut se sentir écoutée, genre, ah, je ne suis pas seule. Ouais. Donc, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux aujourd'hui qui partagent leur expérience, la dépression qu'ils ont eu à avoir, comment ils ont eu à surmonter ces choses-là. Et ça peut aider la personne dans le bon sens. Mais comme toute chose, il n'y a pas que du positif. Les réseaux sociaux aussi sont quelque chose de très négatif pour ces personnes-là. Donc, il y a le jugement qui est là, il y a, chacun vient un peu déverser ses frustrations sur les réseaux, ce qui peut impacter encore plus sur la santé mentale. Est-ce que la santé mentale aussi, c'est pas l'attente parfois des parents? Parce que les parents, vraiment, ils attendent énormément de nous, donc il y a une pression qui est là aussi. Est-ce que ça aussi, ça ne peut pas agir? Quand on vient ici, on se dit, il y a papa qui compte sur moi, il paye l'école, il paye la maison, il s'occupe de moi, et que derrière, j'ai le droit d'avoir des résultats. Est-ce que ça aussi, ça ne met pas un peu un coup de pression sur notre santé? Si, c'est un gros facteur. Surtout si on part dans le sens que Dorcas disait que la jeunesse, c'est un peu l'avenir de la société. Donc beaucoup de gens, beaucoup de jeunes aujourd'hui... Et de la famille aussi, hein? Oui. Beaucoup de jeunes aujourd'hui rentrent en dépression à cause de cette pression-là. C'est-à-dire que les notes, ça ne va pas, il y a des petits soucis au quotidien, les parents ont une grosse attente de toi, donc tu te mets beaucoup plus de pression et ça peut impacter sur ta santé. Tu peux te refermer sur toi-même et ne pas aller vers les autres. Donc ça peut amplifier justement cet état en fait. Voilà, cet état et ce renfermement sur soi-même. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que la dépression n'a pas de visage. Comme Dorcas le disait tout à l'heure, il y a une personne qui est de nature très calme. Donc la maman ne va pas forcément notifier que l'enfant est malade ou l'enfant a cette situation parce que
l'enfant est comme ça de base. Donc il n'y a pas un visage spécifique à la dépression. Et parfois même, en général, nous-mêmes, on ne le savons pas. On ne sait même pas qu'on est dépressif. C'est quand on sort de là qu'on se rend compte qu'on a passé 2 semaines à la maison, on ne voulait parler à personne, on n'a pas mangé, on avait envie de rien faire, que tu te rends compte que mais j'étais vraiment dans une situation un peu compliquée justement. Le divertissement, Dorcas, on est dans une jeunesse aussi qui s'amuse énormément. On recommande parfois aux jeunes de s'amuser aussi, c'est important. En quelques mots, justement, quel pourrait être aussi l'impact de ces activités-là sur le bien-être de cette jeunesse? En quelques mots, parce qu'on arrive à la fin de cette première partie d'émission. Alors, je dirais que le divertissement permet l'évasion de l'esprit. C'est juste, on a tellement l'habitude d'être dans une routine, ce qui peut souvent être pesant pour le moral, alors que lorsqu'on se tourne vers d'autres activités, par exemple, je vais sortir, je vais prendre l'air, etc., ça permet justement de se focaliser sur autre chose que ce qu'on vit au quotidien. Donc, si on était arrivé à un point où on faisait encore une seule fois cette routine-là, on devait exploser. Le fait de s'accorder un petit moment de divertissement, un petit moment de sortie, ça va permettre de mettre un frein. Et s'évader un petit peu. Ça. Et comme on dit, avoir un esprit sain dans un corps sain. Et c'est encore bien pour cette jeunesse, évidemment. On marque une courte pause, on se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Avant la pause, je vous le disais, nous allons faire une immersion dans la cuisine pour parler de la gastronomie africaine. Dorcas, je me tourne vers toi pour parler justement de cette gastronomie parce qu'on nous a laissé entendre en off que tu aimes bien passer du temps à la cuisine. Justement, s'il fallait apporter une différence entre la cuisine jugée cuisine simple, c'est-à-dire celle à laquelle nos amis ici, Benoît ou encore Anthony, parfois s'y prêtent, et la cuisine et la gastronomie, est-ce qu'il y a une nuance entre les deux selon toi? Alors, je trouve qu'il y a une nuance, exactement. La cuisine, c'est ce qu'on a l'habitude de faire au quotidien. Exactement. Donc, c'est, je pars dans ma cuisine, j'ai des aliments, vas-y, je vais cuisiner. Alors que la gastronomie, c'est un niveau un peu plus au-dessus. C'est ce qu'on a l'habitude de rencontrer dans des restaurants avec des grands chefs, où il y a plus de maîtrise, plus d'attention qui est portée justement à la préparation du plat. D'accord. Et justement, quand on parle de gastronomie, parce que toi, tu aimes bien justement la gastronomie et tu aimes bien jouer avec les ustensiles des cuisines. Comment ça se passe? Je veux dire, à quel moment tu as commencé à nourrir cette envie-là, cette passion-là de la gastronomie, de la cuisine de façon générale? Alors, on va dire depuis très petite. J'ai grandi dans une maison où tout le monde prépare, vraiment tout le monde, que ce soit les hommes, les femmes, etc. Et mes parents, ils avaient cette habitude de, lorsqu'on prépare, vous êtes dans la cuisine pour regarder un peu ce qu'on fait. D'accord. Donc c'est de ça, là... c'est beaucoup plus les femmes, parce que nous les hommes, en général, on demande de sortir. Ah non, tout le monde. Ah, tout le monde. Oui. Ah, d'accord. Surtout mon grand-père, il aimait quand tout le monde... J'ai un grand frère, il aimait bien que mon grand frère et moi, on soit là pour regarder comment il fait ci, comment il fait ça. Ce qui fait que lorsque je regardais mes parents cuisiner, j'avais un peu ce truc de « Ah, c'est bien comment tu mets 2 aliments dans la marmite et puis il ressort un plat qui est quand même bon à consommer. » Du coup, c'est de là qu'est née cette passion. On parle de gastronomie africaine, mon cher Benoît. La question, c'est de savoir comment la valoriser, cette gastronomie africaine-là. Mais est-ce qu'au-delà de valoriser, est-ce que certains, toi par exemple, est-ce que tu es très en train à justement déguster cette gastronomie, découvrir la gastronomie africaine, mon cher Benoît? Bien sûr. Pour la petite histoire, je suis un gourmand. D'accord. J'avoue, je suis gourmand. Tu n'es pas seul, hein, je te rassure. Nous le sommes tous sur ce plateau-là. Je suis gourmand. Ouais. Du coup, je vais prendre un exemple. Au Gabon, on a ce qu'on appelle les coupés-coupés. Ouais. Disons, c'est un plat. C'est un plat fait à base de viande qu'on retrouve, disons, à chaque coin de rue. Et ce plat a été valorisé par des Gabonais vivant en France. J'ai pour exemple les coupés-coupés de France. C'est un groupe de Gabonais, pas que, qui ont intégré ce plat, ce mets gabonais, disons, à la culture française. Et ils la valorisent assez bien, que ce soit sur les réseaux sociaux. Et oui, mais valoriser c'est bien, mais est-ce qu'il y a ce passage-là? Restons sur la définition de Dorcas, quand elle parlait de cuisine et de gastronomie. Est-ce qu'il y a eu cette transition? Est-ce qu'ils ont opéré la transition de la cuisine de rue, parce que c'est la cuisine de rue, à la gastronomie proprement dite?
Je dirais oui. D'accord. Toutefois, il faut apporter une certaine nuance. Ça reste de la nourriture de fast-food. C'est pas un mets qu'on va déguster dans un dîner assez, assez professionnel. On peut couper dans un restaurant 5 étoiles. Effectivement, faut oser quand même. Effectivement. D'accord. Du coup, il y a toujours cette nuance à apporter. Comme elle le disait, la gastronomie, en fait, il s'agit des plats, des mets qui sont faits de façon beaucoup plus rigoureuse. Effectivement. Ouais. Effectivement, quand on parle de la gastronomie africaine, ma chère Coraëlle, est-ce que tu t'y retrouves déjà dans cette gastronomie africaine-là, ou bien c'est quelque chose que tu découvres déjà? Et quand on parle de gastronomie, il y a la décoration également qui joue un rôle mais incroyable. Est-ce que cette décoration-là, c'est quelque chose... Moi, à chaque fois que je vois des plats liés à la gastronomie, je me dis non, ce n'est pas fait pour moi, parce que je trouve parfois que c'est peu. Mais on nous dit, ouais, mais c'est la décoration. Mais je ne mange pas la déco, je mange le contenu, on est d'accord. Mais je veux dire, est-ce que toi, aujourd'hui, à l'image de ce que notre ami Benoît vient de dire, tu es très porté vers la gastronomie africaine. Est-ce que pour toi, elle existe vraiment? C'est-à-dire les pays que tu as eu à visiter, que ce soit le Gabon, le Sénégal ou d'autres pays, le Maroc, j'en passe. Est-ce que tu perçois justement cette valorisation-là en gastronomie de nos mets et plats africains? Oui, bien sûr. Et sans vouloir aller trop loin, même au Gabon, j'oublie le nom du chef en question, mais un chef qui valorise très bien la gastronomie africaine, c'est-à-dire les plats qu'on a l'habitude de consommer le week-end, comme par exemple les feuilles de manioc et tout ça. Il valorise ces plats-là. Mais alors, c'est très beau à voir. Les assiettes sont bien dressées. Je ne sais pas si tu peux me rappeler le nom. C'est un grand chef gabonais. Il est jeune? Oui, il est jeune. Du G2, je crois. Il a du Autogoué, je crois. Si je ne me trompe pas. Ça va revenir, t'inquiète pas. On trouvera le nom. Ça va revenir. C'est assez impressionnant de voir que nos plats du samedi ou nos plats du mercredi ou des jours assez spéciaux sont valorisés de cette façon, comme on voit les plats français, genre waouh! Ça, c'est les feuilles de manioc qui sont là. Donc, c'est assez impressionnant. Et je pense qu'il y a déjà beaucoup de chefs qui valorisent justement cette façon de faire cette gastronomie africaine. Est-ce que culturellement aussi, nous sommes très porté vers ça? Je veux dire, mon cher Anthony, par exemple, toi aujourd'hui, tout à l'heure, elle parlait des feuilles de manioc en gastronomie. C'est vrai que c'est assez alléchant et attirant. Mais est-ce que nous, on a cette culture justement d'aller vers ça, vers ce mode de consommation en Afrique, mon cher Anthony? Est-ce que toi, par exemple, tu te vois dépenser de l'argent pour déguster les feuilles de manioc autrement, sous forme de gastronomie, j'ai envie de dire? Bon, pour ma part, parler de gastronomie africaine, c'est pas encore niveau. D'accord. Je vais rester sur la cuisine africaine. D'accord. Pourquoi? Parce que... Pourtant, on n'est pas encore à la gastronomie. D'accord. Parce que, on prend le cas de nos pays africains. Lorsqu'on va dans des restaurants, qui sont des restaurants pour la plupart des Africains, voilà, et ce sont des Africains qui cuisinent à l'intérieur. Je vais m'arrêter sur le Gabon, des cuisiniers gabonais. Mais lorsqu'on consulte les menus de ces restaurants-là, le plus souvent, ce sont des plats qui nous reviennent de l'Occident. Et très rarement, sont les restaurants où vous allez trouver des plats typiquement africains. Et même là encore, c'est une aubaine. Ouais. Il faut vraiment 5 étoiles pour faire venir un cuisinier. En fait, on est beaucoup plus dans la cuisine, mais très peu dans la gastronomie. Voilà, en fait, c'est ça. D'accord. C'est ça que j'aime. Et justement, que faut-il faire, ma chère Dorcas, à l'image de ce qu'on voit un petit peu en Occident? Il y a des grands concours comme Top Chef que vous regardez sûrement. Est-ce qu'il faut ramener ce genre de programme? Est-ce qu'il faut organiser justement, je ne sais pas, des masterclass? Que faut-il faire sur un plan purement et simplement médiatique pour essayer d'informer déjà aux gens que la gastronomie africaine existe, pour ceux-là qui n'ont pas cette information-là, et qu'on peut la valoriser? Alors, il existe déjà, je pense qu'il existe déjà des émissions ou des formats qui permettent de valoriser la gastronomie. Et là, je parle de gastronomie, pas de cuisine. C'est ça, de valoriser la gastronomie africaine. Maintenant, le problème, je pense, ce serait plus du point de vue des Africains eux-mêmes. D'accord. On a une vision très traditionnelle de nos plats. Comme par exemple, lorsque je dis feuilles de manioc, je pense qu'on voit tous le plat de feuilles de manioc c'est ça, avec les petits bouts de poisson fumé, etc. Exactement. Mais si tu dis à un Africain feuilles de manioc, jamais il va essayer de se projeter du point de vue gastronomique.
il existe des émissions, même à la télé, que ce soit sur le bouquet Canal, etc., sur Netflix, il y a des émissions qui mettent en avant justement la gastronomie africaine. Donc, on va vous demander de revisiter un plat de chez vous où justement vous allez devoir le mettre sous la forme gastronomique. Les gens ne s'y intéressent pas tant que ça. En fait, c'est surtout là le problème. C'est ce que Anthony soulevait aussi, c'est que c'est vrai qu'on a une flopée de restaurants sur le continent, mais très peu se disent ok, on va y aller. Déjà, est-ce que c'est pas aussi le fait, Benoît, d'avoir, en tout cas pour nos amis, d'être un peu très sélectif dans le fait de mettre en place des endroits où on peut facilement retrouver cette gastronomie-là. On va pas retrouver une gastronomie africaine dans un restaurant de rue, par exemple, mais c'est toujours dans les restaurants étoilés où l'accès est parfois exactement. Est-ce que ça aussi, ça ne bloque pas un peu cette envie-là pour certains d'aller à la rencontre de cette gastronomie africaine si l'endroit est très sélectif et si le prix est surtout très élevé? Si, moi je pense que le problème c'est qu'on n'exporte pas assez la gastronomie africaine vers l'Occident. Parce qu'on sait que avant d'exporter, commençons d'abord par nous-mêmes. Est-ce que on veut bien exporter, mais on exporte quoi? C'est ça la vraie question là. Effectivement, voilà. Effectivement. Le problème c'est qu'on calque beaucoup ce qui vient de l'Occident. Du coup, pour nous, en Afrique, on ne tient pas compte de la gastronomie. Nous c'est plus côté cuisine, convivialité, famille, nombre, etc. C'est beaucoup plus compliqué de voir des chefs qui s'intéressent vraiment à la gastronomie. Oui, mais s'ils le font, parce que ce serait méchant pour nous de généraliser. Il y en a qui valorisent, vous l'avez cité d'ailleurs sur ce plateau, mais je veux dire, pour ceux-là, pour cette portion-là, aussi minime qu'elle soit, ces chefs-là qui arrivent à valoriser la gastronomie africaine de façon générale, en général, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, les endroits sont très sélectifs, c'est-à-dire c'est dans des restaurants étoilés où pour y aller, il faut avoir un chiffre d'affaires supérieur ou bien égal à 200 000 ou plus, mais ce qui fait qu'en fait ça ne donne pas envie à certaines personnes d'y aller, ma chère Dorcas. En fait, si je peux donner une idée, c'est qu'on devrait d'abord essayer de démocratiser ce qu'on entend par gastronomie. Parce que, comme l'a dit Benoît, on calque énormément sur l'Occident. En Occident, lorsqu'on parle de gastronomie, on voit directement les prix élevés, les petites portions, le haut standing dans le lieu où tu vas. Ouais. Alors qu'en Afrique, on va dire que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer un plat gastronomique. Donc on devrait essayer de démocratiser, de se dire je fais de la gastronomie africaine, mais il faudrait que les prix soient accessibles à tout le monde, pour que tout le monde justement puisse découvrir ce qu'on entend par gastronomie. Et derrière, il y a l'effet de masse, c'est-à-dire le bouche à oreille. J'ai goûté, c'était très bon, j'en parle, et puis demain, ça fait qu'effectivement, c'est assez évolué. Coraël, avant de donner la parole à Anthony, on a parlé de valorisation, parce que c'est la thématique de cette deuxième et dernière partie d'émission. On parle de valoriser, on a parlé au niveau des programmes télé et tout le reste, mais qu'en est-il des écoles de formation? Parce que ça existe, ces écoles de formation dans la gastronomie, on en trouve très peu, voire pas du tout sur le continent. Est-ce que ça aussi, ça freine un petit peu cette valorisation-là? Donc, que ce soit au niveau des personnes qui veulent apprendre justement la gastronomie, mais je veux revenir un peu sur la mentalité même de l'Africain. D'accord. Rares sont les parents qui vont dire à leur enfant que oui, je t'envoie faire une école de cuisine, pour faire de la gastronomie africaine. C'est surtout quelqu'un de passionné qui va, aller à l'encontre de ses parents pour justement se guider vers l'apprentissage de la gastronomie. Ce qui fait en sorte que ce n'est pas un réel besoin en Afrique d'avoir des écoles de formation dans ce domaine-là, parce que l'intérêt n'est pas là. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a très peu de personnes disent « Ok, moi je veux devenir un chef étoilé et pour le coup, il faudrait que j'aille dans les écoles de formation. » Oui, mais si nous nageons à contresens, dans le sens mais vraiment de valoriser, est-ce que le fait d'implémenter ces établissements-là, ces écoles de formation-là aussi, ça reste un facteur à prendre en compte dans la valorisation de la gastronomie? Oui, c'est un facteur à prendre en compte si ça peut aider à améliorer justement cette valorisation-là de la gastronomie africaine, même si la demande n'est pas là. Oui, non, je suis d'accord, mais parce que tu parlais de susciter l'intérêt, je ne sais pas si vous êtes tombés sur cette vidéo, les amis, sur les réseaux sociaux, en fait, une vidéo où on voit, c'est en Chine, je crois, où on voit des jeunes dans une crèche, chacun a un corps de métier, donc on a un coiffeur, on a un cuisinier, je ne sais pas si vous avez vu la petite vidéo. Est-ce qu'il faut aller
à la racine, dans ce sens-là, c'est-à-dire nourrir, créer déjà ces envies, cette passion-là, chez les plus jeunes, en ayant justement ce genre d'atelier. Ma chère Coraëlle. Oui, je pense que ça pourrait aider dès le plus bas âge à, comment dire, à intégrer cette envie-là. Voilà, cette envie-là ou cette passion aux plus jeunes. Ça pourrait, comment dire, propulser justement la gastronomie africaine. Parce que si c'est déjà dès le plus bas âge, les enfants sont habitués à ça et les parents aussi, ce qui va faire en sorte que les écoles pourront servir à quelque chose. Effectivement. Donc, mais je pense que c'est vraiment une question de mentalité. Hein. Oui. Moi, la gastronomie, je vois toujours l'assiette à moitié vide. Donc, je pense que c'est là le problème aussi parce que nous, sur le continent, on a habitué à avoir l'assiette pleine au point où tu te lances un défi personnel en te disant, t'inquiète pas, je vais terminer mon assiette. Mais là, quand tu vois la gastronomie, en fait, on a beaucoup plus l'impression que c'est simplement pour aiguiser un peu son palais et se dire, ok, j'ai le sens du goût pour voir, mais la vérité, est-ce qu'on n'arrive pas à se rassasier en mangeant quand on décide d'aller dans la gastronomie? C'est très compliqué. Quand on parle de gastronomie, on parle de cuisine, mais cuisine renvoie ou emmène souvent à la gastronomie. La question que j'ai envie de te poser, mon cher Anthony, c'est est-ce qu'il y a eu ce leg de la part de maman? Est-ce qu'Anthony, aujourd'hui, c'est un cordon bleu? Alors, il faut avouer que de tous les enfants de ma mère, je suis celui qui, s'il y a quelqu'un qui doit la représenter, c'est moi qu'elle va représenter. D'accord. Alors, nous sommes à 6, on a une seule fille et elle vient après moi. Donc, vous voyez automatiquement que j'ai grandi avec... C'est toi l'aîné? Non. D'accord. J'ai un aîné. D'accord. Et du coup, je suis celui qui suit plus derrière maman, vu qu'entre mon frère et moi, il y a pratiquement 8 ans d'écart. Donc, j'étais le bébé, donc j'étais tout le temps avec maman. Ouais. Bon, maintenant, pour revenir sur la gastronomie, je pense que la gastronomie, on va d'abord renvoyer à l'art culinaire. Exactement. Alors, on parle de gastronomie africaine. Le problème avec les Africains, c'est qu'on n'a pas tendance à prendre l'exemple en Occident. On veut calquer complètement. Quand je parle de calquer, c'est Quand tu parles de prendre l'exemple, c'est s'inspirer. C'est s'inspirer, voilà. D'accord. Alors que l'art, c'est quoi d'abord? L'art, c'est la créativité. Je pense que si on doit parler de gastronomie africaine, on parle d'art culinaire, on inclut dedans l'Afrique. Exactement. Donc c'est réinventer. C'est réinventer, voilà. En utilisant nos ressources. En utilisant nos ressources pour faire notre gastronomie africaine. Mais quand vous parlez de le plat à moitié vide, on peut créer nous à notre niveau notre gastronomie en fait. Avec on peut inventer, c'est ça en fait. Ouais. Non mais je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pertinent ce que tu viens de dire mon cher Anthony parce qu'effectivement c'est ce que malheureusement on a. Quand on voit même la gastronomie, en tout cas ces chefs sur le continent qui valorisent cette gastronomie là, c'est vrai que tout de suite on a l'impression que tiens mais ça ressemble à un plat que j'ai vu dans un magazine. En fait il y a toujours cette similitude avec l'Occident. Or si on arrive à se démarquer en ayant une gastronomie propre et dite africaine à travers nos mains, à travers nos ressources que nous avons, je pense que ça va être intéressant. Moi, j'ai bien envie de voir une gastronomie, vous avez parlé des feuilles de manioc, mais s'il y a de l'oseille, il y a de la banane et qu'il y a du taro ou bien il y a de tubercules ou encore, je sais pas, de l'aubergine, ça peut être intéressant effectivement à ce niveau-là et je suis tout à fait d'accord avec toi, mon cher Anthony. Dorcas, je le disais tout à l'heure, la cuisine, c'est le leitmotiv. Coraëlle l'a souligné, c'est l'élément déclencheur. Toi, effectivement, tu es beaucoup plus porté vers la gastronomie, mais avant ça, tu as commencé par la cuisine. Est-ce que derrière, il y a eu ce leg? C'est la question que je te pose aussi. L'inspiration, est-ce que maman t'accompagnait? Est-ce que tout de suite, il y a eu le jugement aussi de maman qui disait, est-ce que tu t'es vraiment essayé à la gastronomie au point de proposer des plats gastronomiques à papa ou à maman ou aux frères pour avoir un jugement? Exactement. Ça commence d'abord par la cuisine parce qu'on ne passe pas directement à la gastronomie. On apprend à cuisiner, on aime cuisiner, on teste et on voit qu'on sait faire. Et on voit un peu les recettes sur TikTok, sur les réseaux, YouTube, etc. Et on se dit, j'ai bien envie d'essayer ce que tel chef il a fait. Et c'est un peu ça. J'essaye petit à petit. Et si, de mon point de vue, ça réussit, mon frère, c'est mon cobaye. D'accord. C'est ça. Mon grand frère, c'est celui qui va goûter ce que je fais, celui qui va tester. Et en général, ça va, tu as des bonnes notes, il n'est pas très sévère sur... Non, ça va. Ouais. Généralement, il aime bien. Donc, c'est un peu ça. Lorsque tu as des retours positifs, tu te dis « Ah, ça veut dire que j'ai un peu de potentiel là-dedans. » Et tu continues de faire, pas forcément dans le but de faire goûter à d'autres personnes, mais juste de tester tes capacités et de voir ce que tu peux faire. Est-ce que toi, tu vois ça comme une simple passion, une forme d'hobby, ou bien c'est vraiment quelque chose que tu as envie de creuser davantage et voir peut-être en faire un métier, hein, je ne sais pas. Alors,
Pour ma part, c'est plus une passion. D'accord. C'est plus quelque chose que je fais sur le côté. Je suis très portée cuisine, que ce soit pâtisserie ou cuisine en général. Donc lorsque j'ai la possibilité de faire plusieurs choses, je le fais. Mais je ne vais pas pousser au point de vouloir en faire un métier. Valoriser la gastronomie africaine, c'est aussi acheter, c'est aussi pousser les consommateurs à y aller. Je reviens encore sur ce point parce qu'on a parlé du prix, mais moi je reviens sur la mentalité soulignée par Coraël. Benoît, du coup, tu te sens toi aujourd'hui disposé à inviter madame dans un restaurant 5 étoiles, découvrir la gastronomie africaine? Si les moyens suivent, bien sûr que oui, mais le problème c'est qu'on ne nous a pas implémenté cette culture de gastronomie en fait. Oui, mais essayons de se démarquer de ça, parce que si, oui, je suis d'accord. Okay, on ne l'a pas fait, mais est-ce que ça voudrait dire de nous qu'on reste assis à la garde de l'échec sous prétexte qu'on nous a déposé là? Non, on ne peut pas rester figé dans le temps. Ah, merci. De base, on doit commencer par valoriser notre cuisine. Comme vous l'avez dit, comme vous l'avez souligné, on n'a pas suffisamment d'établissements réputés pour la gastronomie africaine. On n'a pas d'école, on n'a pas de suivi au sujet de la gastronomie africaine. Du coup, moi, ce que je peux dire à ce sujet, c'est que nous allons devoir commencer par créer ces écoles, par créer cette envie chez les plus jeunes de valoriser la gastronomie africaine, pour qu'à notre niveau aussi, on puisse en profiter en fait. Est-ce que vous avez l'impression dans vos pays d'origine que c'est, enfin en Afrique de façon générale, parce que ce serait méchant de faire un focus, parce que cette absence-là est ressentie aussi dans d'autres pays sur le continent, est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment un secteur un petit peu, peut-être pas négligé, mais auquel les autorités ne prêtent pas vraiment attention au point de se dire ok, on va vraiment investir là-dessus, parce que la gastronomie c'est aussi vendre notre pays à l'international, c'est aussi vendre notre culture à l'international. Anthony, est-ce que tu as ce sentiment que c'est un secteur un petit peu oublié? Exactement. Exactement, c'est un secteur oublié. Pourquoi? Parce que, déjà à notre niveau, les représentants étatiques ne prennent pas vraiment en compte ce côté-là. En général, la culture. Disons que la culture commence peu à peu à sortir de nos pays. La culture, je prends le cas du Gabon, gabonaise, si on revient 15-20 ans en arrière, on ne sortait pas en fait. On était juste là à notre niveau au Gabon. Mais avec le temps et les années qui avancent, l'évolution, on essaie de faire sortir et de vendre notre culture. Je pense que c'est dans le même sens avec la culture, avec la cuisine africaine. La gastronomie en fait, c'est-à-dire Coraël. Moi, j'aimerais surtout dire que n'oublions pas que la gastronomie, c'est d'abord quelque chose d'assez sélectif. Ce n'est pas censé être accès ou accessible à tout le monde. C'est comme un petit luxe que... C'est du caviar un peu. Exactement. Ouais. Que ce soit en Europe, la gastronomie même n'est pas accessible à tout le monde. Tout le monde sait que la gastronomie existe, mais la gastronomie n'est pas accessible à tout le monde. Donc je pense qu'on ne devrait pas oublier ce point-là en disant qu'il faut la valoriser. Donc, oui, c'est comme elle disait, valoriser, mais en donnant accès à tout le monde. C'est ça, justement, de ne pas rester dans ce que l'Occident propose, en se disant, ok, c'est pour une forme d'élite pour la gastronomie, mais c'est vraiment de l'ouvrir au point où Anthony, moi ou Dorcas peut aller s'asseoir dans un restaurant et dire, je veux de la gastronomie africaine, pas de la cuisine africaine. Oui, Dorcas, tu t'en te reprends, mon cher Benoît. Après, c'était pour rebondir sur ce que Coraël vient de dire. Lorsqu'on parle de gastronomie en Europe, les Européens, ils ont l'habitude de voir gastronomie comme étant de nouveaux aliments. La gastronomie, par exemple, excusez-moi, on va prendre un burger gastronomique, on ne va pas te prendre de la viande hachée au supermarché, ils vont plutôt prendre une viande de haute qualité, etc. Ce qui va faire que les prix vont être différents. Alors qu'en Afrique, si on parle de gastronomie africaine, ce sont les mêmes produits qu'on utilise. Si on parle de mettre des feuilles de manioc sous forme gastronomique, ça reste des feuilles de manioc. Le poisson qu'on va utiliser, ça va être le même poisson. Donc je ne vois pas pourquoi il les prix... Il n'y aura pas un poisson de luxe, c'est-à-dire que ça peut être accessible. Mais est-ce que c'est vraiment pas dans la conscience collective? Justement, parce que comme elle dit, quand on parle de gastronomie, tout de suite on se dit c'est le haut niveau. Donc du coup, ça casse un peu. Et peut-être que ce serait bien, parce que c'est pourquoi j'ai aimé l'argumentaire d'Anthony, ce serait bien de casser un peu tous ces stéréotypes-là, toutes ces barrières qui nous empêchent justement de découvrir notre continent sur
sur le plan culinaire, évidemment, pour permettre justement d'avoir notre gastronomie à nous et pas forcément quelque chose qu'on aurait calqué sur l'Occident, parce que c'est le cas. Oui, mon cher Benoît, désolé, on t'a interrompu tout à l'heure. Non, il n'y a pas de souci. Je voulais juste revenir sur le fait que si on parle de gastronomie, comme elle le disait, c'est quelque chose d'assez sélectif. Mais si on le... Est-ce que le fait de, disons, oui, de l'implémenter, de l'ouvrir, est-ce que ça ne reviendrait pas à faire de la cuisine, juste de la cuisine en fait? Est-ce que ce ne serait plus en fait cette gastronomie-là? Non, moi, je pense qu'en fait, je ne sais pas si Dorcas veut répondre. La gastronomie, ça reste de la cuisine à haut niveau. Comme je le disais lorsqu'on parlait encore de ça prend plus de temps. C'est ça, de la définition. Ça prend plus de temps, c'est plus, tu apportes beaucoup plus de technique, beaucoup plus d'attention à ce que tu vas servir à la personne qui va manger. Mais en soi, le plat, il reste le même. Je reprends l'exemple du burger. Servir un burger classique et un burger gastronomique, au final, la personne, elle aura toujours un burger. C'est juste, dans le burger gastronomique, tu auras pris le temps de faire le pain toi-même, peut-être d'apporter une amélioration dans ton pain, mais ça reste du pain. Le steak, tu vas prendre le temps de le cuire différemment, mais ça reste du steak. Parce que la vérité, c'est que même si on reste sur le cas des feuilles de manioc, si on bascule sur le côté gastronomique, ça reste des feuilles de manioc, hein, je veux dire, tu vois, mais c'est juste que là-bas, on va t'apporter la décoration. Et en fait, je pense que dans la conscience collective de beaucoup de personnes, quand on parle de gastronomie, justement, on voit le côté super élevé en termes d'accès déjà, parce que comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus dans des restaurants étoilés déjà. Et donc, il y a tout ce confort-là aussi qui fait que bon, les feuilles de manioc que tu manges là-bas, ce sont les mêmes, hein, feuilles de manioc que tu manges à la maison, mais tu es dans un cadre et avec un plat qui a été préparé avec soin, amour et tout ça. Donc ça aussi, il faut payer le chef derrière, les amis. C'est vraiment dans la conscience collective. Moi, je me souviens, pour la petite anecdote, moi j'ai un ami qui aimait bien prendre des parfums dans des pharmacies. Mais le même parfum, tu le retrouves dans des grandes surfaces, au même prix. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, ça allait très vite, c'est vrai que ça a donné faim en parlant de nourriture et gastronomie, mais en tout cas les amis, merci d'avoir participé à Génération News. Benoît, c'était un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Tu veux saluer quelqu'un avant de clore? C'est aussi un plaisir de passer à l'antenne. J'aimerais saluer mes parents depuis le Gabon. Oui, mais tu peux verbaliser. Ce papa s'appelle comment? Hugues. Et maman? Nadège. Mais voilà. Oui, Anthony, vite fait, une personne à saluer. On a parlé de cuisine, je vais remercier ma maman. Elle s'appelle Claudine. Maman Claudine. Ouais, Claudine. Merci à maman Claudine. Et moi, chère Corel. Je salue l'équipe de Smiling Donut et l'équipe de Cake Teranga. D'accord. Donc on salue les équipes. On espère qu'ils vont bien ces équipes-là. Dorcas. Moi, je tiens juste à saluer toute ma famille, d'ailleurs, et particulièrement ma grand-mère, parce que c'est elle, on va dire, qui m'a élevée dans cet amour de la cuisine. Donc voilà, je salue Mamie Monique. Mamie Monique, oui. Merci à Mamie Monique en tout cas pour le travail opéré. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.